Mes cheveux, c'est nawak. Ok, qu'est-ce que je vais dire? Comme à notre habitude dans cette vidéo, je vais revenir sur les films que j'ai vus le mois dernier, le mois de septembre 2025. Des films qui comportent des déserts, des poulets, de l'amour, toujours de l'amour. Tout ceci n'est pas des propositions de prompt pour faire des vidéos IA à la con. Non, c'est du cinéma, du bon vieux cinéma. Et c'est ce qu'on va parler ici. L'occasion pour vous de picorer des choses et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et puis on démarre tout de suite. Et je vais commencer cette vidéo avec l'événement de la fin du mois qui est peut-être encore en salle à l'heure où je vous parle, qui est tout simplement le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle Une bataille après l'autre. One Battle After Another. Et pour une fois, on a une traduction qui veut dire la même chose, quand même, ça il faut le souligner. Film qu'attendaient bien évidemment les fans de Paul Thomas Anderson, mais aussi d'autres personnes, sûrement dû au fait qu'il y ait Leonardo DiCaprio à l'affiche. Et bon, je vais essayer d'être plutôt concis pour la grande vidéo comme ça, peut-être que vous aurez un avis plus long autre part. Parce qu'en effet, c'est un film qui peut être abordé sur plein d'axes différents. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, il y a plein de podcasts, de vidéos qui sont sortis après ce film qui sont tous très intéressants en règle générale et qui à chaque fois parlent de sujets différents qui sont au sein même de ce film. Donc c'est pas ici que je pourrais rendre compte de toute la richesse de ce nouveau film de Paul Thomas Anderson puisque en effet ce film a les allures d'un film total. Je suis sorti de la salle comme beaucoup assez euphorique, assez enthousiaste parce que je venais de voir par les 2h45 qui étaient passés comme un film d'1h30 par la musique, le rythme, tout ce qui a été fait cinématographique dedans qui donc a cette valeur de total cinéma qui fait dire à certains même que c'est le grand retour du grand cinéma. Bon, c'est les Américains en particulier qui disent ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans où on voit quelqu'un qui est sûr de sa mise en scène, qui est en maîtrise totale de tous ses effets, de tout ce qu'il a performé au fur et à mesure de sa carrière, et déjà dès le départ de sa carrière, PTA est quand même quelqu'un qui était déjà très prodigieux. Là on arrive à un stade Hitchcock, j'ai envie de dire, de la chose, parce que j'ai beaucoup pensé notamment à La mort aux trousses en regardant ce film-là. Ça paraît un peu bizarre, bien qu'il y a cette histoire en fait de course-poursuite tout le long d'un film, mais c'est surtout que à l'époque où Hitchcock faisait La mort aux trousses, il était dans une espèce de maîtrise totale de son art, qui là le mettait en œuvre pour un film ultra divertissant, ultra friqué aussi, comme l'est ce film-là, pour essayer de donner en fait un truc un peu différent des blockbusters habituels et qui, encore aujourd'hui, fonctionne. Comme dans La mort aux trousses aussi, bon, le parallèle est un peu bizarre, je vais peut-être m'arrêter là, mais c'est un film très drôle, en fait, une bataille après l'autre, ça on le pointe pas assez, je pense, quand on en parle, puisque comme dans les derniers films de Leonardo DiCaprio, on se retrouve avec un personnage qui est à contre-emploi de sa figure publique, ou du moins du fantasme qu'on s'en fait. Il fait vraiment, encore une fois, une espèce de loser total, une espèce de bandeur de la révolution qui est totalement nul à chier actuellement, et en tout cas pas actif. Et donc c'est très drôle de regarder ce mec qui est toujours à contre-temps, qui est toujours en retard, jusqu'au dernier quart d'heure du film, il est tout le temps en retard, il n'arrive jamais à rien faire, donc ça c'est un truc un peu, d'ailleurs dans le look qui est déjà devenu culte en si peu de temps, déjà dans son look il y a un côté donc du coup Big Lebowski, de espèce de mec qui est pas de son époque, quoi, qui est en retard quoi. Mais moi je trouve que la performance la plus impressionnante et à la fois la plus casse-gueule tout le long, je me disais il y a un moment où ça va pas me plaire, c'est celle de Sean Penn qui est au bord du cringe, comme il avait été un peu dans l'impasse de Brian De Palma où il est complètement déguisé aussi. Là, il fait une performance, mais à la fois flippante et totalement drôle. À chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, j'avais un rire, je tiens à le dire, de ce mec complètement coincé dans ses mollets, dans ses rotules, et qui marche comme un robot et un peu bizarre. Bref, en termes cinématographiques, de jeu d'acteur, et même de scénario, c'est un truc démentiel que ce film-là. Si vous aimez un tant soit peu le cinéma, c'est forcément un plaisir immense de voir se déployer comme ça cette histoire qui renouvelle toujours l'intérêt par notamment un truc que j'avais pas capté du cinéma de Paul Thomas Anderson, qui est de prendre toujours à contre-courant aussi les attentes du spectateur, c'est-à-dire que le film est rempli de fusils de Tchekhov qui n'aboutiront pas à quelque chose. Ça c'est un truc aussi qui m'a fait beaucoup rire, mais qui est un rire de nerd dans ce cas-là. Parce que oui, c'est aussi un film total en rapport à la filmographie de son auteur, reconnu depuis son deuxième film, en tout cas Boogie Nights, comme une espèce de prodige donc du cinéma.
mais qui pour ma part n'était pas ma tasse de thé pendant longtemps, jusqu'à justement Phantom Thread, qui a été un peu un tournant dans sa carrière et qui embrassait un peu plus l'émotion, le côté un peu plus j'arrête de faire le malin, j'arrête de faire le gars qui est le plus intelligent dans la salle, quoi. Et on retrouve ça dans ce Bataille après l'autre, qui en déçoit certains, mais va plonger un peu plus dans ces thèmes de la famille, de l'émotion, de la réconciliation, des trucs qui peuvent paraître un peu cheesy selon les sujets qui ont été traités dans ce film, mais qui, moi je trouve, lui va à merveille à PTA. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, ce qui a fait dire à certains qu'il y avait un côté Spielbergien qui rentrait un peu dans le cinéma de PTA, mais en vérité, si on regarde le film d'un point de vue cinéphile, il s'inscrit dans toute une histoire du cinéma passé. Il en fait à la fois une déférence totale, comme il va s'en moquer un peu avec un petit rire en coin. Il y a dedans des références explicites à des films, je pense à la bataille d'Alger, qui pourraient être interprétées de 1000 façons, et ça c'est la grande force aussi des films de Paul Thomas Anderson, c'est que finalement il construit assez bien ses personnages et ses histoires pour que presque chacun ait son interprétation de la chose, ce qui fait qu'il se hisse au rang des plus grands selon moi, ceux qui arrivent à faire des films qui retranscrivent la vie sans être la vie. Parce que là, on est vraiment bigger than life dans ce film. C'est-à-dire que comme dans la vie, on se retrouve devant des situations où finalement, le débat peut se faire, entre guillemets. Il y a des points de vue différents qui peuvent s'accorder ou ne pas être d'accord. Ce qui m'amène à terminer un peu sur ce truc-là, parce que c'est le truc que je vois arriver petit à petit à droite à gauche, que je croyais que c'était juste américain, mais visiblement on est toujours bandeur des ricains ici en France, au point d'avoir absolument les mêmes débats alors qu'on n'est pas du tout au même endroit. Je comprends pas en quoi il dérange politiquement ce film. C'est quand même assez inoffensif, quoi, comme film. Enfin, c'est Leonardo DiCaprio en peignoir qui fait un mec qui est certes d'une organisation peut-être connotée de gauche, mais je pense pas que c'est un film de gauche si on devait faire notre grille de lecture à la française des choses. Au contraire, si on regarde bien, c'est un film qui montre la défaite de ça, mais qui montre aussi peut-être un petit peu d'espoir à la fin, mais pourquoi pas? Merde, ça va quoi. Ça montre bien que on est dans un moment de l'histoire où il faut mettre les choses dans les cases et c'est forcément pas très intelligent au final comme grille de lecture même du cinéma, de l'art quoi, de dire qu'il y a ça qui est ça et ça qui est ça. Non, qu'est-ce que ça t'a provoqué? Quelle émotion t'as eu devant? Si ça t'a mis en colère, il faut chercher pourquoi ça t'a mis en colère. Et si c'est pour des choses esthétiques ou des choses qui sont extérieures même au film, alors il faut pas parler du cinéma, il faut parler de société, il faut faire de la politique, allez-y. Mais le cinéma, dans le cas de ce film-là, pour moi, c'est un vrai spectacle, un vrai plaisir, et pas plus. Puisque les leçons qui sont à tirer de ce film-là sont quand même assez nébuleux. Faut quand même... enfin, moi, je peux pas dire que c'est un film qui te dit « yes, allez-y ». Que ce soit un film ironique sur l'état actuel de l'humanité, je suis d'accord. Il y a toujours eu d'ailleurs un peu un truc comme ça cynique chez Paul Thomas Anderson, qui, moi, m'emmerdait un peu auparavant, mais qui, comme je l'ai dit, avec cette nouvelle façon de voir les choses, d'avoir un peu plus d'empathie en fait pour ces personnages, m'embarque dans tout ce qu'il veut faire, et notamment là, dans de l'action en fait. C'est un film d'action. Donc, une bataille après l'autre, c'est à recommander vivement, à voir en salle, parce que si vous avez ne serait-ce qu'un multiplex pas loin de chez vous, il y a des chances que vous ayez le format IMAX en fait, sans le voir en IMAX, avoir le vrai format IMAX, qui est quand même méga impressionnant à voir au cinéma. Ça fait vraiment plaisir aussi de revoir une œuvre qui est faite pour les salles. Et puis voilà, un des meilleurs films de l'année, on va pas bouder notre plaisir. I need you, brother. Sensei, 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 please. Courage, Bob. Courage. That's it. Courage. Yeah. Yeah. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la révolution! Et on continue dans le désert, comme je vous ai dit en intro, avec Sirat d'Olivier Lax, je ne sais pas comment on le dit, film qui a eu le grand prix du jury à Cannes, je crois, ou le prix de la mise en scène, un truc comme ça.
En tout cas, une petite bombe comme ça qui était annoncée dès Cannes et qui maintenant sort sur plein d'écrans. Moi, ça m'a un peu étonné de le voir à l'affiche, notamment d'un pâté. Et que donc je suis allé voir avec toute cette aura cannoise qui l'entourait, avec un petit peu quand même d'attente. Et sans spoiler l'élément qui se passe au milieu de ce film qui raconte comment un père de famille accompagné de son jeune fils essaye de retrouver la cadette, la sœur de ce jeune garçon, au milieu du désert marocain, puisqu'elle aurait fugué avec une bande de ravers, de toughers comme on dit, qui donc là font la teuf au Maroc. Voilà. Se joue aussi derrière, ça c'est pas trop un spoil, se joue aussi un peu derrière une histoire de 3ème guerre mondiale qui commencerait, un truc comme ça, mais on verra jamais vraiment trop de ce qui se passe. Et donc pour en revenir à ce gros truc, ce gros élément de récit qui se passe au milieu du film à peu près, qui est un rebondissement, là c'est un peu le nœud qui soi-disant diviserait les avis des uns et des autres. Moi, ça a été le dernier clou, c'est parce que j'avais déjà auparavant eu un peu des annonces de ce que ça allait être un peu comme type de film, et pas du tout celui que j'attendais. Parce qu'en effet, il y a une espèce d'effet mélo qui va choquer un peu la bourgeoisie, qui aime le cinéma d'auteur, à Cannes et tout ça, et qui est en fait déjà en germe dès le début du film, en quelque sorte. Puisque moi, j'étais allé voir ce film en me disant, tiens, je vais avoir ce prétexte, entre guillemets, d'enquête, de personnes qui absentent et qu'on essaie de retrouver, pour plonger dans un univers que je ne connais pas du tout et peut-être mieux le comprendre, ou du moins peut-être avoir l'expérience d'eux. Ça c'était une de mes attentes qui allait pas être forcément le film en soi, mais peut-être le fond. Et dès le départ, il y a quand même une espèce de mise à distance de la mise en scène, j'ai trouvé, quelque chose qui regarde ça un peu de manière un peu snob en fait, et qui rend pas du tout compte de serait-ce que des quelques notions que j'ai de ce milieu-là des toughers. Il dirait pas qu'il y a un travail qui a été fait pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de rendre compte. Notamment, j'ai beaucoup entendu parler du son, que le son était génial dans ce film et tout. Je suis désolé, mais ça montre pas une très grande variété de la musique qui pourrait être écoutée, et pourquoi les gens sont fous de cette musique. On est très loin par exemple d'un climax de Gaspard Noé, ou je sais pas, il y a 1000 exemples de moments de cinéma où la musique est tellement enivrante qu'elle te fait partir un peu dans un truc psychédélique. Là, c'est très moyen en fait. Enfin, en tout cas, ça n'a pas cette teneur sur un long film. Ça aurait été peut-être très bon sur un court-métrage, mais là moi j'ai trouvé ça un peu limité, quoi. Parce que ça, c'est un des éléments parmi d'autres, mais il y a aussi le jeu de ces acteurs amateurs que franchement, ils font tout ce qu'ils peuvent et ils représentent, mais par contre, ils sont utilisés un peu de manière, je trouve, caricaturale. C'est-à-dire que bon, on se retrouve avec des gens qui sont un peu estropiés. Par exemple, Monsieur Moignon, il va avoir un t-shirt Freaks, quoi. On est à ce niveau-là de subtilité dans ce film. C'est quand même... Mais pour le mec en smoking qui va voir ça au Grand Palais à Cannes, c'est super, quoi. C'est génial, quoi. Voilà, vraiment ce que je reproche profondément à ce film, en dehors de tout ça, qui me met un petit peu en colère, hein, comme vous le remarquez, c'est de donner raison à ceux qui n'aiment pas ce genre de cinéma. C'est-à-dire que quand les gens ils disent « Oh, le cinéma d'auteur, franchement », c'est ce type de film qui fait cette réputation-là chez les gens qui ne regardent pas énormément de ce style de cinéma. Et bien évidemment, c'est celui-là qui est promotionné, c'est celui-là qui est mis dans les pâtés. Voilà, et donc du coup, je pense que ça arrange pas les choses, quoi. Je retiendrai quand même Sergi Lopez, qui est toujours excellent, quoi qu'il fasse de toute façon, et qui d'ailleurs tire tout le monde, et notamment dans cette scène de rebondissement, il tire tous les acteurs pour qu'ils aient des émotions et tout ça. C'est un peu gênant à regarder d'un point de vue technique un petit peu, parce qu'on se rend compte que c'est lui qui est en train de diriger les acteurs sur le plateau. Mais ça montre le grand cœur de cet acteur, qui est vraiment que tout le monde adore. Je sais pas qui c'est qui n'aime pas Sergi Lopez. Mais voilà, franchement, à regarder si vous êtes curieux, mais en se disant que il y a mieux comme ce genre de cinéma. Là, on est dans quelque chose d'un peu empoulé, quoi. On est dans quelque chose qui veut faire son Brecht, qui veut faire son réalisme magique à 2 balles. Ouais. Je suis désolé, je suis pas rentré dans ce film, du tout. Hello. Hello. You know this girl? Nos puedes hablar español si quieres. Es mi hija.
Et 2 salles, 2 ambiances, je le dirai à chaque vidéo apparemment, puisque on va parler de Mac Walter, réalisé par Simon Astier avec Mr V, le premier film de cinéma sur une plateforme de Mr V, humoriste d'internet. Putain, pourquoi je suis en train de définir qui est Mr V sur YouTube? C'est ridicule. En tout cas, un gars qui me fait rire à chaque fois qu'il sort un truc, ça fait même plus de 10 ans que le gars se renouvelle et est toujours vraiment très très drôle. Mais voilà, dans ce Mac Walter, il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont un peu cringé, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Déjà, il y a un truc que je trouve dans le jeu de Mr V qui est clairement pas un bon acteur en fin de compte, si ce n'est quand il est dans son propre univers et tout ça, ce qui est censé être ce film-là. Je trouve les mêmes défauts qu'il peut avoir dans d'autres films, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il a fait des films pour le cinéma en tant que second rôle, notamment chez Bakri Jaoui, dont on reparlera un peu plus tard, dans Place Publique, ou dans, je sais plus comment il s'appelait ce film de merde, All Inclusive, c'était pas All Inclusive ou un truc comme ça, dans cette comédie un peu, voilà. Il est inhibé, c'est-à-dire que dès qu'il doit jouer un peu plus en retenue, être un peu plus normal, on va dire, pas dans l'excès de caricature ou d'expression, eh bien ça fonctionne pas. Il y a un truc où il dirait vraiment un petit timide qui est là mais qui veut pas prendre trop la place des autres, quoi. Et bien bizarrement, dans son même propre projet, la Mac Walter, il y a des moments où il est un peu comme ça. Il y a des moments où ça sonne un peu mal. Et ça, c'est dû, selon moi, à un mauvais choix. Celui d'avoir essayé de faire un film qui ressemble à un film, avec des mouvements d'appareil, avec des lumières incroyables, avec des scènes d'action qui sont pas foncièrement drôles tout le temps, mais qui sont là pour faire de l'action. Bon, c'est trop sérieux. Ça ne colle pas finalement à Mr V selon moi. Mais plus encore, ce truc-là cause déjà un problème de rythme qui est quand même le truc le plus important quand on fait de la comédie, et où Mr V excelle. C'est quand même un gars qui au départ faisait des vines notamment, et qui a donc ce don pour t'enchaîner les punchlines, t'enchaîner les gags, au point de t'abattre complètement de rire. Là, puisqu'on est dans un format plus long, ils essayent de faire un récit qui est nul en fait, qui est encore une fois une espèce de parodie à la James Bond. On a l'impression de voir Austin Powers en fait, de nouveau, et bizarrement, le vrai humour de Mr V va s'incarner beaucoup plus dans les chants contre chants, dans les séquences où il n'y a pas beaucoup de décors, où il y a juste 2 comédiens ou 3, et où c'est juste des gros plans, et où, hop, au montage, ça fuse. Je pense notamment à un échange avec William Lebguil absolument absurde, qui, sur le long du dialogue, m'a fait beaucoup rire. Mais bon, voilà, je trouve que la fausse bonne idée qu'il y a à l'intérieur de ce film-là, c'est de s'être dit, tiens, on va faire comme dans Pamela Rose, on va faire une sorte de fausse Amérique, faux États-Unis fait en France, là où dans Pamela Rose ils en jouaient en ayant notamment une Fuego comme voiture, là il veut nous faire croire tout le long que c'est un peu les États-Unis, etc. Et finalement cet humour-là, je trouve qu'il n'est pas actuel, il fonctionne pas, et fait tomber à plat beaucoup de l'humour finalement de Mr V. Moi je pense qu'il aurait été profitable de faire plutôt un récit à la Hot Fuzz, ou du Fish Out of the Water, mais sauf que le Fish c'est vraiment le mec extraordinaire. C'est-à-dire de voir en fait ce personnage de Mac Walter faire une enquête à Grenoble avec un gars hyper sérieux comme coéquipier, qui serait un gars de la campagne, voilà, que en fait Mac Walter rencontre la nuit du 12 en quelque sorte. Ça aurait été, je pense, extrêmement drôle, que Mr V aurait pu complètement déployer tout son jeu excessif, puisqu'il aurait été au sein de quelque chose de sérieux en soi. Et je trouve que son clown marche comme ça, justement. Là, il y a une espèce de ton sur ton, absurde sur absurde, qui ne fonctionne pas, clairement. L'autre chose aussi qui, moi, je pense, enlève l'humour intrinsèque qu'il pourrait y avoir dans ce film-là, c'est que tu sens que ça a été trop écrit. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a des vannes qui marchent à l'écrit. Je suis persuadé que je lis le scénario demain et que je vois certaines vannes devant lesquelles j'ai pas rigolé devant le film, auxquelles je serais pété de rire en le lisant. C'est sûr et certain. C'est un scénario qui a été trop écrit. Parce que je pense que la temporalité du cinéma n'est pas faite pour cet humoriste. Le temps de mettre en place, de trouver les financements, de garder cette espèce de flamme, de faire le film et puis ensuite de le tourner, que ça dure des jours et des mois même, ça ne va pas
avec les gens qui sont derrière ça, et notamment Mr V. Donc voilà, il y a des moments vraiment drôles, hein. Vraiment, il y a des moments où j'ai vraiment beaucoup rigolé, où j'ai trouvé qu'il y avait des trouvailles comme ça qui étaient très drôles, mais qui m'ont pas forcément créé l'éclat de rire. Voilà, l'histoire du scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tous ces micro-défauts que j'ai pointés font que le film va être un peu oublié, je pense, au fur et à mesure, et pas du tout devenir culte comme 50 000 vidéos qu'il a pu faire auparavant. Et c'est dommage parce qu'il y a du cœur à l'ouvrage, ça se sent quoi, ça se sent. Un quater, sortez du véhicule, les mains sur la coque. Non! Et de flics marrants, on passe à des flics pas marrants, puisque je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite le mois dernier qui s'appelle Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, un film plus ancien puisqu'il date des années 2000, et où l'on suit de manière naturaliste le parcours d'un petit lieutenant sorti de son école de police et qui va intégrer la police de Paris. Donc c'est une espèce de plongée comme ça, un peu réaliste dans comment ça se passe quand tu démarres ce genre de métier dans la grande capitale. Et donc film qu'on a entendu parler à l'époque, qui avait son petit succès quand même, et que je n'avais donc jamais vu, et que j'ai plutôt apprécié. C'est une bonne découverte, en tout cas dans sa première partie, qui dure un petit moment quand même, les 3/4 du film, avant un retournement un peu comme dans Sirat, qui change un peu la nature du film, un peu, on va dire, le ton du film. Alors que moi, ce que j'ai aimé dedans, qui est peut-être un truc qui est pas, c'est pas le premier film à l'avoir fait, hein, cette chose-là, mais c'est quand même peu qu'on le voit par rapport à la police française, c'est donc cet aspect un peu naturaliste, où on va suivre vraiment pas à pas comment ça se passe en vrai, avec aussi les bureaux miteux, avec les écriteaux dans la section balistique qui date des années 70, alors qu'on est dans les années 2000, la porosité entre la justice aussi, les politiciens. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très tenu tout le début du film, avec un rythme assez impressionnant en termes de montage, de découpage, qui m'ont fait penser un peu à Serpico, mais à la française, et bon, un peu plus pauvre, hein, en quelque sorte. Mais voilà, il y a ce retournement, en fait, en quelque sorte, aux 3/4 du film, qui, déjà, ça pointait un petit peu avant, qui fait plonger ce truc qui était un peu naturaliste, un peu couillu comme ça, dans plus du drame humain, un truc un peu plus vu et revu dans le cinéma français, mais pour vraiment tout le début, je conseille de découvrir ce film-là, si en tout cas vous aimez les polars un peu réalistes, même si ils ont quand même beaucoup d'affiches de films dans leur bureau, ces flics. J'ai compris ce qu'il a voulu dire, qu'il y a beaucoup de flics qui deviennent flics parce qu'ils ont vu des films et des séries, mais là c'est très très appuyé dans le design des décors, voilà. Allez, laissez passer. Et d'un film français du début des années 2000, on passe à un film français du début des années 2000, qui n'est autre que Le Goût des autres de Agnès Jaoui, écrit par Bakri et Jaoui, film qui date de 2000 pile poil et que j'ai revu sur Arte durant le mois de septembre, et je n'ai pas compris pourquoi il l'avait diffusé, c'est tout simplement que c'est les 25 ans du film, je suis bête moi. Que dire sur ce film qui est quand même assez immense, que j'ai vu beaucoup de fois, qui avait été un très gros succès à l'époque, hein, je crois au moins 4 millions de spectateurs, ce qui est hallucinant quand on voit le type de film que c'est, puisque on est devant une espèce de, étude sociologique drôle, mais pas que, fait par ce duo de scénaristes, de créateurs qui avaient le vent en poupe à l'époque et qui là étaient au sommet de leur art, puisque on suit de manière un peu chorale tout plein de personnages dans une espèce de petit microcosme parisien qui vont se rencontrer, s'aimer, se détester, se juger, et c'est justement le fond du scénario de ce film, puisque chaque personnage de ce film est écrit dans un stéréotype dans lequel il est enfermé clairement, et qui va, par le regard vers l'autre et pas sur soi, changer et sortir peut-être de cette cage pour être dans une sorte de réconciliation des classes. Il y a quelque chose dedans de prodigieux dans l'écriture, c'est le meilleur rôle de Bakri ever, selon moi. Il me tord de douleur, ce personnage de Castella. Il est tellement émouvant et tellement drôle en même temps, puisque c'est un film qui pointe le snobisme, la beaufrie, il pointe tout ce qui est un peu mauvais chez les gens, mais arrive à le transcender, comme son personnage principal et l'humanité qui est dans les yeux de ce Jean-Pierre Bacri qui nous manque tellement. Donc si vous n'avez jamais vu encore Le Goût des autres, c'est blindé de scènes cultes, c'est le meilleur de ce que ce cinéma français peut créer. Bakri Jaoui, ça n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Il y a un côté sociologique des rapports de domination,
Il y a ce truc de dire, comme son titre l'indique, qu'il faut reprendre le goût aux autres et qui est un message, en quelque chose, en tout cas un leitmotiv qu'on devrait se répéter tous les jours aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux et tout ça et qui nous enferme chacun dans nos côtés. Allez à la rencontre de l'autre, allez à la rencontre d'autres que soi pour essayer de s'élever. Mais en même temps, c'est un film qui te dit la vie c'est plutôt moyen et il faut pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Gilles Lelouch est toujours là dans cette vidéo. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, ça peut paraître con, mais même si la fin, je la trouve un peu cheesy, c'est qu'il y a quelque chose d'over dramatique qui est possible dans le scénario et le choix qu'ils font à la fin en tant qu'auteur est quand même un choix. Voilà, je pourrais en débattre avec vous si vous avez déjà vu le film, mais moi, en le revoyant, je me suis dit, putain, j'avais oublié que ça terminait comme ça. Mais en même temps, si ça terminait de l'autre façon que je pensais, c'est un peu dangereux, c'est un peu désespéré, quoi. Mais voilà, il y a ce truc un peu cheesy de dire, chacun a sa place, si il regarde l'autre. Parce qu'il y a ce truc de regard dans le film, et que le jugement s'efface, en quelque sorte. Et qu'en fait, on peut vivre ensemble. C'est pas fou ça, quand même. Ah là là, les années 2000, quand même. Hein, c'était naïf, quand même. Bref, chef-d'œuvre, le goût des autres, incroyable. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. Puis allez, d'un chef-d'œuvre, on passe à un autre chef-d'œuvre, puisque je vais vous parler de Cold War, de... je sais jamais dire son nom. De Pavel Pazlikovski, réalisateur dont c'est le seul film que j'ai vu, alors qu'il y en a un autre qui est assez réputé, qui s'appelle Ida, que je devrais rattraper, mais... voilà, il y a des cinéastes comme ça, je trouve que c'est très bien. J'aime beaucoup ce film Cold War. On reste sur ça. C'est bizarre, hein, comme blocage un peu psychologique, mais bon, c'est comme ça. Et donc, chef-d'œuvre, parce que dans ce film qui est très resserré, il fait à peine 1h30, l'ambition de ce réalisateur est de nous montrer une histoire d'amour un peu compliquée à travers toute la vie de ces personnages, en quelque sorte. En effet, le film raconte comment, après la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre froide va commencer, un Polonais, un musicien, un chef d'orchestre tombe amoureux d'une chanteuse de la campagne qui est venue faire un casting pour un récital qu'ils doivent faire de musique folklorique polonais. Et on va suivre comment ils vont devoir, entre guillemets, partir du pays pour pouvoir s'échapper du régime communiste qu'il y avait à l'époque, comment ils se retrouvent à Paris avec le jazz, comment après ils se séparent, ils se retrouvent. Et tout est écrit et montré un peu comme une sorte de fable, comme une sorte de conte, à la manière du début du film qui montre donc ce musicien qui va de patelin en patelin chercher les musiques folkloriques de l'époque, les enregistrer pour pas qu'elles ne se perdent. Qui est d'ailleurs un début de film qui m'avait beaucoup surpris au départ quand j'avais été le voir au cinéma, la première fois que je l'ai vu. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à autre chose comme film et j'ai trouvé ça très intéressant et très bien mis en scène, comme tout le reste du film, puisque c'est un film qui déjà a un noir et blanc exceptionnel, si vous voyez des images, vous pouvez le voir, ne serait-ce que par la bande-annonce, mais qui aussi a une croyance à ce un plan, une idée que avait pu dire Godard, je crois, à l'époque, puisque chaque plan de ce film va être composé, va être pointé pour signifier quelque chose. Tous les regards aussi, c'est un jeu de regard ce film. Il y a deux plans qui se répondent, vont être beaucoup plus forts que n'importe quel dialogue dans d'autres films un peu romantiques, etc. Le truc qui m'avait désarçonné la première fois que je l'ai vu et qui peut-être vous fera le même effet, c'est qu'il y a une espèce d'accélération dans le montage plus le film avance, où on fait des ellipses assez énormes dans la vie de ces deux personnes. Et là, en le revoyant, je me suis dit, mais c'est logique, c'est absolument logique, surtout avec le dernier carton juste avant le générique de fin, qui raconte aussi pourquoi le film est fait de cette façon. Bref, Cold War, j'en dis pas plus, c'est quand même un film assez court, c'est un film à voir, et voilà, regardez ça. Będę z tobą zawsze, wszędzie i do końca świata. Le mois dernier, j'ai vu aussi des documentaires, alors des documentaires qui n'ont pas l'aura nécessaire pour être dans des salles de cinéma, c'est plutôt de facture télévisuelle, mais des documentaires quand même, avec en premier lieu The Lost Weekend, A Love Story, je crois qu'ils ont appelé ça en français John Lennon, une histoire d'amour,
ou L'amour interdit. C'est ça, L'amour interdit. Là, vous voyez déjà le titre un peu télé. De Eve Bernstein et Richard Kaufman. Documentaire qui revient donc sur un passage précis de l'histoire de John Lennon, qui est celui du Lost Weekend. Si vous n'êtes pas à ce point fanatique, fou de John Lennon et des Beatles comme moi, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, donc je vais vous l'expliquer. The Lost Weekend, c'est ce moment où Lennon s'est séparé de Yoko Ono pour un week-end, qui est devenu en fait une année, voire même plus je crois. Et donc période où il a clairement fait un peu n'importe quoi, et où John Lennon a entretenu une relation avec une autre personne, et cette autre personne est le centre de ce documentaire, puisque c'est May Pang, qui était l'assistante, la jeune assistante du couple Ono et Lennon, qui petit à petit donc est tombée amoureuse de John Lennon, et John Lennon aussi en retour, selon le documentaire, et qui donc a entretenu un amour assez passionnel durant ce Lost Weekend. Il faut le dire d'emblée, c'est un documentaire qui est très orienté, c'est même parfois un peu ridicule. Alors je sais pas si c'est les yeux européens qui permettent de déceler ce truc-là, mais il y a des moments où vraiment on est dans un truc où on te montre Yoko Ono comme la pire des sorcières, que la Terre est comptée quoi. Ça m'a un petit peu dérangé parce que un film qui voudrait, entre guillemets, montrer les vraies choses et que c'était peut-être un peu plus complexe que ce qu'en a fait les journaux à sensation, ça y tombe quand même assez régulièrement. Mais reste quand même un document important, en tout cas un témoignage important, parce que ça permet de mettre dans une seule œuvre cette histoire avec May Pang et tout, mais comme je vous ai dit, je trouve que c'est quand même un peu pour un public qui ne se pose pas beaucoup de questions, c'est-à-dire que donc Yoko Ono est montrée comme la pire des manipulatrices colériques, voilà, une sorcière quoi, et Lennon il est super gentil, bon il a des petits problèmes des fois d'excès, mais il est quand même gentil. Les choses sont plus complexes, et j'espère que ce qui va se faire là avec les Beatles, là, ça va pas être ce genre de truc là. J'y crois pas trop, hein. Je pense que quand on voit le biopic qui a été fait sur Bob Dylan... Donc voilà, documentaire à réserver aux fans, pas vraiment pour le commun des mortels. Vous aurez, je pense, un portrait un peu bizarre de cette époque, alors qu'il y a quand même plusieurs sons de cloche concernant tout ça. Bien que ça peut peut-être se regarder même si on n'y connaît rien, avec tous ces effets de montage et de musique, et bon, il y a un truc quand même un peu galvanisant, et un truc très très beau quand même sur Juan Lennon notamment, et sur Cynthia, la première femme de John Lennon. Je pense que là, on touche quelque chose qui est un peu intéressant quand même. Beaucoup plus que Yoko Ono voulait tout casser, elle voulait tout contrôler. Autre documentaire, 2 salles, 2 ambiances, quoique, je sais pas trop, c'est peut-être le John Lennon du foot un petit peu, quoique, puisque j'ai vu le documentaire sur Samir Nasri qui s'appelle Rebelle, qui était passé sur Canal+ en prime time durant le mois de septembre, et dont je parle ici parce que je trouve qu'il a une valeur assez intéressante dans le fait que Samir Nasri, ce joueur de foot qui a été en équipe de France notamment, qui a été un petit peu décrié, critiqué à l'époque, et qui, dans ce documentaire justement, tord le cou à plein de stéréotypes sur lesquels on l'a foutu, notamment le côté racaille, le côté fauteur de troubles. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il était, au moment où l'équipe de France avait fait sa grève en 2010, que ça avait été le bordel en Afrique du Sud, à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il n'y était pas, Samir Nasri, c'est assez drôle de confondre toutes les choses, et qui donc parle en quelque sorte de la France et de son rapport à ses enfants d'immigrés en quelque sorte, et qui donc est un documentaire qui a une certaine valeur dans le sens où Samir Nasri en fait a été suivi dès très jeune par une caméra. C'est quand même un truc assez improbable dans l'histoire, qu'il soit sportive ou humaine, que en fait il y avait un documentariste qui était là, et donc on a des images de Samir Nasri à 8 ans, en quelque sorte, dans ce documentaire. Il a expliqué d'ailleurs autre part, je crois que ça y est pas dans le documentaire, il a expliqué qu'en fait c'était le mec qui faisait les documentaires, notamment Les Yeux dans les Bleus, qui était parti à Marseille pour filmer une petite équipe de district, pour faire un nouveau documentaire pour Canal+, qui était son employeur, et en voulant suivre un gamin, a suivi aussi Samir Nasri qui était dans la bande de potes. Et il s'avère que ce gars a explosé au plus haut niveau. C'est quand même quelqu'un qui a remporté notamment une première ligue, le championnat anglais, et qui est très 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 réputé, qui est quelqu'un qui est encore respecté aujourd'hui quand même. Donc voilà, si vous aimez le football, c'est indispensable. Franchement, il faut voir ce documentaire, il est pas très long, il est très bien rythmé, et il y a beaucoup de takes qui sont très intéressantes, notamment ce moment où il y avait plein de joueurs de l'équipe de France qui étaient un peu fustigés, notamment après Nice.
comme quoi ils avaient une attitude un peu avec leur gros casque en sortant des bus et tout ça. Il y a Jérémy Ménez qui était un joueur de l'époque aussi, qui donne une take qui dit on avait la culture rap, mais la culture rap elle n'était pas encore mainstream comme aujourd'hui. Aujourd'hui on dirait rien de ça en fait, de cette attitude là. Eux ils l'avaient parce qu'ils venaient des quartiers populaires et qu'ils avaient déjà cette culture là. Ça montre aussi le parcours d'un joueur qui a été construit par une réaction aux injustices et qui là, sur un terrain de foot, doit quand même essayer de jouer avec les règles alors que son profond réflexe est celui de s'insurger en fait, comme l'était son père qu'on voit un petit peu dans le documentaire. Non, franchement, c'est un documentaire qui a été beaucoup plus intéressant que je n'aurais pensé au départ. Je supporte pas l'équipe de France. Je préfère l'Argentine que l'équipe de France. Ouais, mais en attendant, quand la France elle joue contre qui que ce soit, je suis avec la France. Elle peut jouer contre le Brésil, contre l'Argentine, contre l'Italie, ben je serai français avant tout. Je suis avec l'équipe de France, mais quand je jouerai contre mon équipe préférée, je serai pas avec l'équipe de France. Moi, c'était Diego Maradona, mon joueur. J'ai fait longtemps, non, sur Nasri. Bienvenue sur Radio Barefoot, quoi. Et ouais, bientôt on fera les débriefs de Top 14 aussi, dans ce truc-là. Et donc on finit avec ces documentaires et avec cette vidéo, avec un documentaire que j'ai rattrapé, que j'ai entendu parler depuis mes études de cinéma aussi, qui est Les glaneurs et glaneuses de Agnès Varda, donc documentaire que je n'avais jamais regardé, qui, je préfère le dire d'avance, n'est peut-être pas pour tout le monde, pas que c'est un documentaire un peu froid, un peu inaccessible comme ça, non, c'est un documentaire qui se suit très bien, mais peut-être que à l'heure actuelle, on se demanderait what's the point. Oui, d'accord, puisque, comme son nom l'indique, Agnès Varda va déployer tout ce sujet de qu'est-ce que c'est que glaner, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de ramasser les fins de marché comme ramasser les patates qui sont laissées dans les champs après la récolte. Ça, mis en relation avec toute l'imagerie et tout ce qui a été écrit sur les glaneurs et les glaneuses. S'il y a un truc hyper intéressant qui, en tout cas, moi, m'a fasciné un petit peu avec ce documentaire en 2025, c'est à quel point, en fait, c'est l'ancêtre de YouTube, puisque il y a comme une intuition qui ne peut naître que chez un auteur comme Agnès Varda, qui est libre comme l'air, de se rendre compte que le progrès, l'évolution de ces caméras, le numérique qui arrive, et Internet aussi, va permettre une hybridation entre la vulgarisation et le journal intime en quelque sorte. Puisque ce film est à la fois tout ce qui peut être brassé autour de ce sujet, qui est un sujet un peu inédit, un sujet auquel on ne pense pas tous les jours, mais qui en fait recèle d'un espèce de truc universel et intemporel. Elle le mélange avec elle qui se voit vieillir, qui explique son rapport à l'image, à la caméra, à l'art. Et on est presque devant une vidéo de Manon Bril, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça m'a vraiment intéressé et je trouve ça hyper inspirant, comme souvent avec Agnès Varda. Mais bon, voilà, je peux comprendre que c'est une sorte de cinéma, une sorte de façon d'approcher les choses qui peut paraître un peu datée, bizarre. Mais je suis assez content de l'avoir vu, de l'avoir rattrapé. Je comprends pourquoi il était recommandé, parce que je trouve que c'est un peu le b.a.-ba, finalement, d'une approche documentaire, même d'un sujet où on a l'impression qu'il n'y a rien derrière. Et bien, en mélangeant sa propre expérience et du vrai savoir universel, on va dire, enfin du vrai savoir objectif, eh bien, on peut faire un documentaire hyper intéressant et dont on sort moins bête, en quelque sorte. À la ville comme à la campagne, hier comme aujourd'hui, c'est toujours le même geste modeste de glaner. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère que mes avis ont été intéressants, qu'elles vous ont donné du grain à moudre, ou vous ont donné une idée de quoi regarder ce soir à la télé ou au cinéma. C'est pas mal les salles de cinéma. Une bataille après l'autre, je redis, hein, c'est vraiment un truc à voir au cinéma. Je sais pas si ça aura la même dimension comme ça devant un écran de télé. Enfin bon, bref, ne revenons pas sur ça. On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, pour faire le bilan du mois précédent. Et sur ce, je vous dis ciao Internet.